Chez Ethan et Eden, il y avait possibilité de faire davantage de sport. Chez eux, chez Ethan et Eden, avant qu'ils ne partent pour venir surveiller Petite Lune, avant qu'ils ne partent, chez eux, dans leur appartement, dans leur loft, à Tokyo, dans le centre, il y avait davantage de possibilités de faire certains sports indicatifs. Certains sports indicatifs indiquant ce dont les sports que l'on pouvait faire dans leur salon prêtèrent attention au corps. Les sports qu'il y avait possibilité de faire, les sports qu'il y avait davantage de faire dans la salle de sport qui était leur salon qui était la salle de sport qui était l'endroit dans lequel ils habitaient, parsemés partout autour d'eux, les murs étaient parsemés d'un béton, un béton gris, parfois noir, parfois opaque, voire même très sombre, tout autour d'eux, le sol, les murs porteurs et d'autres parties de la maison étaient en béton coulé, tout autour d'eux, dans l'endroit dans lequel ils se trouvaient. Les sols en béton coulé noir, les sols en béton coulé gris, par terre. Il y avait possibilité de faire davantage de sport. Il y avait des tables sur lesquelles il y avait des haltères. Il y avait d'autres possibilités de faire de sport, des haltères pour les bras, des haltères pour les avant-bras, des haltères pour les jambes. Il y avait davantage de sport et davantage de possibilités. Ce soir-là, Ethan et Eden se sont préparés, laissant tout comme c'était, la possibilité et l'avantage de sport qu'il y avait à faire dans leur appartement. Ils laissèrent les haltères, les sports et les avantages autant que les inconvénients tels qu'ils étaient. Les inconvénients autant que les avantages, ils les laissèrent comme ils étaient. Certains avantages étaient la possibilité de sport continuel qu'il y avait dans leur appartement. Les avantages étaient cette possibilité de sport continuel qu'il y avait dans la salle de sport qui leur servait d'appartement à Tokyo. À Tokyo, cette salle de sport qui leur servait d'appartement possédait dans le coin droit un indicatif de ce dont toutes les machines possédant une possibilité de faire du sport ou de se muscler, toutes les machines possédant une possibilité de se muscler avaient un indicatif. Dans la salle de sport, sur chaque machine, il y avait une possibilité de faire du sport avec des haltères qu'il fallait tout d'abord monter par derrière, par devant, ou qu'il fallait prendre sur un support. Des haltères qu'il fallait prendre sur un support, ou qu'il fallait prendre en main, mettre sur des supports, les accrocher par derrière ou par devant pour pouvoir muscler les jambes ou les bras. La nuit, le matin, la journée, l'après-midi, Ethan et Eden s'occupèrent comme ça, avec la possibilité et les avantages de sport qu'il y avait à faire là, dans ce loft, dont le sol était entièrement recouvert de sol en béton coulé. Ils laissèrent alors, ce soir-là, lorsque Liam et Théo les appelèrent tous les deux. Il leur dit alors: « Ça vous dérangerait de venir garder Petite Lune? Ça vous dérangerait de venir garder Petite Lune ?» Sur le moment, Ethan ne comprit pas, et répondit alors tout simplement à Théo: « C'est qui Petite Lune ? » « C'est un loup qu'on a trouvé, qu'on a apprivoisé et qu'on a gardé. » C'est ensuite que Ethan
répondit alors: Vous avez un fils? En quelque sorte. En quelque sorte, répondit Théo. C'est alors que Hayden dit: Bah, on va venir. On fait juste un truc. On fait juste quelques petites choses et on arrive. Ils prirent les haltères qu'il y avait par terre, les reposèrent sur les supports. Ils prirent les divers avantages et possibilités de faire du sport, les diverses machines et les divers avantages à pouvoir les ranger là où elles étaient. À pouvoir les ranger là où elles étaient, les diverses machines et les diverses possibilités de faire du sport sous quelconque manière étaient rangées là où elles devaient être. Ils prirent les indicatifs, les posèrent sur chaque machine pour faire du sport, et ils les mirent en pile, les uns sur les autres. Les uns sur les autres, ils mirent les indicatifs de ce dont les machines étaient faites. Ce dont les machines étaient faites pour muscler, il mit alors les différents indicatifs de ce dont les machines étaient faites pour muscler le corps. Le dessus du corps, les pectoraux, les bras, les jambes, le ventre, les côtes, les bras, les biceps, les triceps. Il mit alors les pages indicatives et les indicatifs différentes et différents. Il les prit et il les mit sur une table. Sur cette table, il y avait l'entièreté des machines qui y étaient disposées sous la forme de dessins. Sous la forme de dessins, sur cette table basse, il y avait les différentes machines, les différentes possibilités et les différents avantages qu'elles possédaient. Il prit alors les différents indicatifs, et sur chaque dessin correspondant, il mit alors les indicatifs de ce dont les machines avaient la possibilité de muscler le corps. La première qui avait la possibilité de muscler les jambes, la deuxième les triceps et les biceps, et la deuxième le ventre, le pectoral gauche, le pectoral droit, le bas-ventre, le haut du ventre, les côtes, les bras, les avant-bras. Ils déposèrent alors ensuite tous les indicatifs sur la table et partirent de leur appartement. Ethan prit les clés. Hayden prit aussi ses clés. Ils partirent. Hayden mit un jeans noir et des baskets blanches, un t-shirt collant V. Hayden, lui, mit un débardeur, un bombers noir, un jeans bleu marine foncé et des baskets entièrement vertes militaires. Entièrement vertes militaires, ils mirent des baskets hautes à la semelle blanche et au lacet blanc, tandis que pendant ce temps-là, il y avait Ethan, assis à côté de Hayden, qui mettait ses baskets blanches au lacet noir, dont la semelle était noire, les contours étaient blancs. Ils firent ses lacets, tout comme à côté de lui, son frère Ethan, qui mirent ses chaussures vertes kaki, ses chaussures vertes kaki, gravées de militaires, ses chaussures vertes kaki, gravées de contours militaires. Ils les mirent ensuite, après que Hayden soit prêt, après que Ethan soit prêt, après avoir mis leurs chaussures vertes kaki, composées d'esthétique militaire, avec les lacets blancs, ils passèrent le scratch autour du dessus de son pied. Ses chaussures hautes, dont la semelle était blanche, les lacets étaient blancs, ils passèrent le scratch au-dessus, au pied gauche et au pied droit, et ils partirent, ils prirent les clés, qu'ils firent rebondir en les rattrapant dans la main. Ils prirent leur voiture, et ils partirent à deux. Hayden finit alors le lacet droit de sa chaussure,
et se releva. Ils partirent avec ses chaussures blanches, son jeans et son t-shirt noir, collant V. Ils partirent tous les deux. Hayden prit alors sa Land Rover Evoque, garée dans un garage, dont lorsque la porte s'ouvrait, des lumières s'ouvraient également et s'allumaient de part et d'autre du garage. Des lumières infimes, mais pour autant très claires, qui éclairaient l'intérieur du garage. Ils prirent alors leur voiture, et sur la route, le garage extérieur, s'ouvrit, et on put voir la circulation de l'extérieur. Dans la route, on put voir la circulation extérieure lorsque le garage s'était ouvert. Sur la route, dans les routes de Tokyo, dans les routes et la circulation, ils y étaient coincés pendant un certain moment, jusqu'à ce que le feu décide de passer au rouge, puis passe au orange, et ensuite arrive au vert. La circulation sur les routes de Tokyo reprit. C'est alors que Hayden et Ethan, qui étaient tous les deux à la même position sur les routes, l'un à côté de l'autre, au feu rouge, ils attendèrent que cela passe. Ils attendèrent que cela passe, que surtout le feu passe au vert. Lorsque le feu était passé au vert, la circulation reprit, et devant eux, les carrefours et les ronds-points reprit la circulation tout aussi vite qu'elle avait disparu. Tout aussi vite qu'elle avait disparu, la circulation reprit. C'est alors qu'ils reçurent tous les deux un coup de fil de Théo. Théo avait appelé Hayden et Liam avait appelé Ethan. Ils reçurent un coup de fil de Ethan et de Hayden, qui répondirent alors à Théo et à Liam. Et tous deux passèrent le restant de leur route, le restant de la route qu'il y avait à faire. Ils passèrent tous deux, plutôt tous les quatre, à téléphoner. Ils passèrent le long de la route, tous les quatre, à téléphoner. Hayden, qui téléphonait à Théo, Ethan, qui téléphonait à Liam. Ils passèrent leur temps à téléphoner, à dire où ils étaient sur les routes, dans la circulation, si ça avançait, si ça n'avançait pas, si ça se dégageait, ou si c'était bouché. Si c'était bouché, s'ils étaient dans les embouteillages, ils leur prévenaient qu'ils allaient arriver peut-être un peu plus tard dans la nuit. Peut-être un peu plus tard dans la nuit, dans les alentours de 24 heures, proche de minuit, peut-être. Durant toute la route, ils téléphonèrent à Liam. Ethan téléphonèrent à Liam et commencèrent à dire « ça se dégage, on arrive dans pas longtemps ». Quand ça commençait à aller mieux et que ça roulait beaucoup plus vite sur les routes de Tokyo, Hayden téléphonèrent à Théo et dit alors « on est là dans pas longtemps, on arrive, on est sur la route. On sera là exactement en même temps, on est sur la même route. On est l'un à côté de l'autre, sur la même route. On arrive dans pas longtemps, ça commence à se dégager, et je crois que d'ici 24 heures 50, on sera peut-être là. On sera peut-être là d'ici 24 heures 50, d'ici minuit peut-être. Si ça se dégage, on sera là plus tôt que prévu. Vous pouvez commencer à dire à Petite Lune de se préparer. S'il est déjà prêt, tant mieux, on arrive. » Ils raccrochèrent alors le téléphone tout aussitôt qu'ils avaient décroché. Tout aussitôt qu'ils avaient décroché, ils raccrochèrent le téléphone. Ils posèrent leur téléphone dans la boîte à gants de la voiture. Ils mirent alors des mitaines noires par-dessus leur veste en cuir qu'ils avaient déjà mis dans la voiture avant de mettre le contact. Et sur les routes, ils arrivèrent devant la maison de Théo et Liam. Liam regardèrent alors les caméras sur la table du salon. La table du salon qui était en fait une grande baie vitrée qui avait été posée sur cette grande baie vitrée qui était la table du salon, la table basse du salon,
qui était posé sur un système de localisation par rapport aux caméras externes. Par rapport aux caméras externes, cette table du salon était une baie vitrée qui avait été posée sur un lecteur externe, sur le compteur des caméras. Sur le compteur des caméras, sur lequel on pouvait voir les écrans, on pouvait voir l'écran sur lequel il était écrit REC. Les caméras étaient en train de filmer l'extérieur, et c'est alors que Théo, qui s'était assis sur le fauteuil, vint à allumer les caméras, vint à allumer la table basse, qui se transformait en un écran géant, qui était posé sur une base de données reliée aux caméras externes, sur lequel on pouvait voir que l'écran qui filmait à l'extérieur était en train de filmer. On pouvait voir que dans le coin droit inférieur, dans le coin inférieur droit, on pouvait voir qu'il y avait REC écrit, avec un point rouge, qui signifiait que la caméra était bel et bien en train de filmer l'extérieur, bel et bien en marche et bel et bien en train de filmer l'extérieur. Il vit arriver alors Ethan en premier, qui se garèrent devant, dans une Range Rover, dans une Land Rover noire. Ils arrivèrent devant, dans une Land Rover noire, qui se garèrent juste devant les caméras. Juste devant les caméras, ils se garèrent, et on put voir une deuxième Land Rover noire arriver. Ce n'était pas Ethan, c'était Eden. Et ensuite, on les vit arriver en même temps. Ils reculèrent, ils réavancèrent, ils firent une manœuvre et puis une autre pour pouvoir se garer. Cela allait très vite. Ils firent une manœuvre et puis une autre. Cela allait très vite. Ils se garèrent, et à l'instant précis où ils se garèrent, la porte en face d'eux, la porte en face de Hayden et Ethan s'ouvrit. On put voir la grande porte du garage s'ouvrir. Lentement, sûrement. Dans la gravité de la situation, on put voir la porte du garage s'ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvrait, on vit apparaître Théo et Liam. D'abord, on put voir leurs jambes, leurs tibias. Ensuite, on put voir leur buste, leur torse. Et ensuite, ils apparurent entièrement. Ils apparurent entièrement lorsqu'on put voir Théo et Liam derrière la porte de garage qui fit apparaître morceau par morceau leur corps. Mais tout d'abord, la première chose qu'on avait vue, c'était Petite Lune, juste devant Théo et Liam, qui étaient debout, en train d'attendre, bras dessus, bras dessous. L'un à côté de l'autre, ils attendaient. Et la porte de garage fit apparaître, tout d'abord, les tibias de Théo et Liam. Ensuite, les jambes de Théo et Liam, et par après, le buste, le torse, et puis la porte fit apparaître Théo et Liam, bras dessus, bras dessous, qui attendaient, avec Petite Lune, par terre, le museau vers le haut, les deux yeux rivés vers Hayden et Ethan, le museau vers le haut, les deux yeux rivés vers Hayden et Ethan. Il les regardait. Avec un petit grognement, ils tournèrent sa queue autour de Ethan. Ils passèrent son corps en se frottant sur les jambes de Ethan, en passant sa queue tout autour de celle de Hayden, les jambes de Hayden. Il vint alors à commencer à ronronner, à rugir et à passer sa queue autour des jambes de Ethan et Hayden. Il rugissait, il faisait de petits grognements, il ronronnait. Il était en train de déjà apprivoiser Hayden et Ethan. Il les avait déjà apprivoisés depuis longtemps. Hayden et Ethan avaient été apprivoisés par Petite Lune. Petite Lune n'a pas eu besoin de présentation, n'avait même pas eu besoin de présentation. Juste les voir leur suffisait. Petite Lune les avait déjà apprivoisés. Ils étaient rentrés, et ensuite Liam et Théo ensuite étaient partis. Ils venaient d'apprivoiser Ethan et Hayden, qui étaient restés ce soir-là avec lui, pour commencer une soirée.
soirée qu'ils allaient commencèrent simplement par Petite Lune, qui disait tout simplement au revoir à Théo et à Liam. Disant au revoir à Théo et à Liam, la soirée commençait comme ça. Liam était en haut, dans la salle de bain. Il se regardait dans le miroir, et en haut dans la salle de bain, Théo vint à ses côtés, arrivèrent derrière lui, posèrent sa tête sur son épaule droite, se regardèrent avec lui dans le miroir, tout en laissant ses mains le long de ses côtes. Il lui dit alors: « Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air préoccupé, ça se voit, et me mens pas, je sais à quoi tu penses. » Liam se retournèrent, tout en s'appuyant contre l'évier, adossés contre le miroir, ils se retournèrent, et il dit alors à Théo: « T'es sûr qu'on a fait le bon choix? » Théo regardèrent Liam pendant un instant. Sans réponse, il lui dit: « Le bon choix. » Liam ne fit que répondre: « Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que t'es sûr que... Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que t'es sûr que Aiden et Ethan sont à la hauteur pour surveiller Petite Lune? » Théo prit alors Liam, se rapprochèrent de lui en le prenant par les côtes, en montant ses mains le long de ses côtes, arrivées à ses aisselles, jusqu'à ses avant-bras. Le long de ses avant-bras, ils les caressèrent pour arriver jusqu'à ses épaules. Ils passèrent ses bras le long de ses épaules, les croisèrent par l'arrière et rejoignirent sa nuque, tout en passant ses mains le long de son dos qui montèrent jusqu'aux omoplates, passant ses mains légèrement sur le côté des joues, sur le côté du visage, dans la nuque, le long de la nuque, tout le long du dos, dans le dos, passant ses mains dans son dos, le long de ses omoplates, près de la nuque, le long de la nuque, ils passèrent ensuite ses mains, le long de son visage, et d'un geste infime et léger, ils le regardèrent. Il prit sa tête avec un geste infime et léger. D'un geste infime et léger, ils passèrent ses mains sur sa tête, le long de ses joues, ils le regardèrent, et avec le dos de la main, ils caressèrent son visage, ils caressèrent ses joues, avec le dos de la main, et lui dit alors tout simplement: « On est sûr de ce qu'on fait. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. » Ils s'avancèrent vers lui, retirèrent ses mains de son visage, mirent ses mains le long de ses côtes, descendirent jusqu'au bas du corps, proche du bassin. Ils passèrent ses mains autour de son bassin. Dans le bas du corps, ils mirent ses mains dans son dos. Ils croisèrent ses mains par derrière, les posèrent sur ses épaules, se rapprochèrent de lui, l'embrassèrent, lèvres contre lèvres. Ils posèrent un baiser sur ses lèvres. Liam le prit ensuite par les côtes, passant ses mains sur ses omoplates, sur les omoplates de Théo. Ensuite, le long de ses avant-bras, sur ses épaules, puis le bas des côtes, et ensuite, comme Théo l'avait fait, le bas du corps. Ils s'embrassèrent tous les deux. Théo le regardait dans les yeux. Théo le regardait dans les yeux. Liam l'écoutait parler. Théo le regardait dans les yeux. Liam le regardait dans les yeux et l'écoutait parler. Il se laissait faire par les gestes infimes, légers, et les mouvements simples, tendres et sensuels que laissèrent Théo sur Liam, tout comme Liam qui laissèrent des mouvements tendres et légers, sensuels et infimes
sur le corps de Théo. Ils s'embrassèrent, lèvres contre lèvres. Liam retirèrent ses lèvres de celles de Théo. Théo retirèrent ses lèvres après avoir embrassé Liam. Liam fit pareil après avoir embrassé Théo. Regardèrent ses yeux qui se transformèrent, ses iris brunes foncées, qui se transformèrent en des iris jaunes ocre, pratiquement dorés. Ces iris brunes qu'il avait lorsqu'il avait embrassé Liam se transformèrent en des iris jaune ocre, d'un jaune très particulier, pratiquement doré, entre le jaune ocre, le jaune sable, et entre le jaune doré. Un jaune très particulier, un jaune qui déterminait le fait que c'était un oméga. Il le regardait, et ses pupilles se dilatèrent, et ses iris se transformèrent en ce jaune si particulier, ce jaune ocre, presque doré. Et rien que ce geste, rien que ce mouvement, rien que le fait de l'avoir embrassé, en passant ses mains le long de ses côtes, arrivant jusqu'au bas du corps, cette sensation, ce mouvement, ce geste infime, transformèrent les yeux de Liam, tout comme ceux de Théo, en un jaune si spécial, ce jaune ocre pratiquement doré. Si particulier, les deux omégas, Liam et Théo, se regardèrent, et ensemble, ils s'embrassèrent et sortirent de la salle de bain. Liam s'était assis sur le lit et lui dit alors, « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?»« On va laisser Petite Lune, et nous on va aller faire ce qu'on doit faire. » Pendant ce temps-là, lorsque Théo parlait à Liam, il était en train de mettre un débardeur noir. Il passait un t-shirt noir collant V par-dessus, et ensuite mit son bracelet rouge à sa main droite, son bracelet noir à sa main gauche, et par-dessus son bracelet noir, son bracelet blanc. Ils laissèrent alors son bracelet blanc et son bracelet noir à sa main gauche, son bracelet rouge à sa main droite. Ils passèrent alors ses mains le long du corps de Liam. Ils s'asseyèrent à côté de lui. Ils prirent un jeans dans l'armoire, un jeans noir, simple, déchiré le long des genoux. Le long des genoux, déchiré au niveau des genoux. Ils prirent alors ce jeans, qu'ils enfilèrent devant Liam. Il se mit à côté de lui, après avoir enfilé son jeans. C'est en passant sa ceinture qu'il lui expliquait tout simplement qu'ils allaient rejoindre Scott et Allison, car ils avaient quelque chose à leur dire. Ils avaient quelque chose à leur dire, autant Scott, autant que Liam et Théo. Ils allaient les rejoindre dans un club, dans une boîte de nuit, le soir. Mais tout d'abord, il fallait expliquer à Aidan et à Ethan comment surveiller Petite Lune. Ils descendirent alors tous les deux, lorsque Théo était prêt, avec un t-shirt collant V noir, des baskets blanches aux lacets noirs, des Nike Air, aux semelles blanches et aux semelles noires, bicolores, les semelles de ses baskets, ils firent les lacets noirs. Il les fit, et pendant qu'il les faisait, assis sur le lit, le dos baissé, le dos courbé, la colonne vertébrale recourbée vers le bas, les yeux vers le bas, le regard vers le bas, il fit ses lacets, et pendant ce temps-là, Liam regardèrent dans l'armoire, prit un jeans clair. Il prit un jeans clair, bleu clair. Ils l'enfilèrent tout simplement, mit une ceinture, et regardèrent ce jeans pendant un instant, les yeux vers le bas, tout comme Théo qui faisait ses lacets. Ils regardèrent son jeans, et Théo se releva, après avoir terminé de faire ses lacets. Ils regardèrent Liam, et lui dit « Non mais attends, tu vas pas mettre ça ?» Liam dit alors, il lui dit alors tout simplement « Bah si, je vais mettre ça. »
Théo regardèrent Liam, passèrent ses mains sur ses jambes et croisèrent les bras. Ils regardèrent Liam et il lui dit « Mais enfin, tu vas pas mettre ça quand même, c'est couvert de sang. Tu te souviens pas de notre combat avec les Argent? C'est leur sang. On va voir Allison. Tu vas quand même pas mettre ça. » Seulement, Liam savait très bien de quoi Allison allait leur parler. Il avait très bien vu dans le regard d'Allison ce soir où ils avaient dû combattre les Argent. Ce soir où ils avaient dû combattre les Argent lorsqu'ils étaient partis avec Petite Lune aux Roches Noires. Lorsqu'ils étaient partis aux Roches Noires, il avait vu dans le regard de Allison que chaque flèche qu'elle lançait, chaque flèche qu'elle dégainait sur son arc, était lancée à contre-cœur. Chaque proie qu'elle visait, notamment Petite Lune, Théo et Liam, chaque proie, chaque tir, chaque flèche qu'elle lançait, était lancée et était visée à contre-cœur. Elle le voyait, il avait déjà compris depuis longtemps que ça ne le dérangeait pas et que ça ne dérangerait pas Allison. De le voir couvert de sang, couvert du sang de Kate Argent, de Chris Argent, et voire même de sa mère. Ça ne la dérangerait pas, car il savait que Allison avait été forcée de venir combattre. Elle savait qu'elle ne voulait pas blesser ses amis, mais elle avait été forcée de venir combattre. Car si elle ne combattait pas, soit une de ses flèches se retournait contre elle, soit ce serait son père, Chris, qui se retournerait contre elle. Soit ce serait Chris qui se retournerait contre elle, si elle n'allait pas combattre. Seulement, tout était lancé, visé. Toutes les flèches qu'elle dégainait, qu'elle mettait à son arc, qu'elle lançait et qu'elle visait sur les proies, notamment Liam et Théo, étaient lancées à contre-cœur. Il le savait que ça ne la dérangerait pas. De le voir avec un jeans bleu clair, déchiré au niveau des genoux, couvert de sang, un t-shirt blanc collant V déchiré au niveau des épaules, déchiré au niveau du buste, au niveau du pectoral, déchiré au niveau des pectoraux, déchiré au niveau du buste, pratiquement entièrement déchiré au ventre, déchiré dans le dos et sur les épaules. Il savait que ça ne la dérangerait pas de la voir avec ce t-shirt. De le voir ou de la voir avec ce t-shirt, ça ne la dérangerait pas, car elle savait que c'était le sang de Chris, de Kate Argent et de sa propre mère. Ça ne la dérangerait pas. Alors Liam savait que partir comme ça ne serait pas dérangeant, peut-être pour Scott, mais pas pour Allison. Théo a alors demandé pourquoi il s'était habillé comme ça, pourquoi il avait repris les anciens vêtements, pourquoi il les avait gardés, pourquoi il les avait gardés, pourquoi il les avait mis là. C'est alors qu'ils demandèrent, tout simplement, que pourquoi il les avait mis sous clé dans un coffre-fort. Il avait compris qu'il avait mis tout ça, tous ses vêtements, sous clé, lorsque dehors, les loups commencèrent à hurler à la lune. Les loups, les bêtes sauvages, les chimères, commencèrent toutes les unes après les autres à hurler à la lune. Les chimères, les loups, les chiens-loups, ils se promenèrent dans la... Les chiens-loups, les loups et les chimères, ils se promenèrent dans la forêt, le soir, qui traquèrent les proies en tant que prédateurs. Les chimères, les chiens-loups, les loups, les chiens. Tout autour d'eux, ces bestioles, dans le noir, qui voyèrent dans le noir, et qui se promenèrent en tant que prédateurs dans la forêt, chassant leurs proies, traquant à travers la forêt, courant dans l'obscurité et dans le froid, voyant à travers chaque buisson, chaque arbre, entendant les branches grincer et frapper les unes contre les autres, à travers les arbres dans la forêt, dans l'obscurité,
traquant les proies en tant que prédateurs, enfonçant leurs griffes, à chaque coup de griffe, enfonçant leurs griffes dans la terre, leurs griffes, lorsqu'ils couraient, qui s'enfoncèrent dans la terre, tels des sables mouvants, quand ils courèrent, qui s'enfoncèrent et qui laissèrent des traces derrière eux, ces prédateurs qui traquèrent sans relâche leurs proies. Ils les entendirent hurler à la lune. Théo comprit alors que c'était tout simplement parce que le sang qu'il y avait sur son t-shirt, le sang qu'il y avait sur son jeans, lui donnait de la force, mais lui rappelait surtout le combat avec l'Argent, et que Allison savait que Liam, lui, avait compris, à travers son regard, ce qu'elle ressentait à chaque fois qu'elle devait viser et tirer. Théo lui dit alors, en se tournant vers lui, « Je sais maintenant, je sais maintenant pourquoi tu fais ça. Ça te rappelle le regard d'Allison lors de ce combat. Ça te rappelle son regard. Ça te rappelle le cri des prédateurs. Ça te rappelle le hurlement des proies lorsqu'elles étaient déchiquetées, broyées et lacérées par les crocs. Ça te rappelle tout ça. » Liam répondit alors en se tournant et en s'asseyant à côté de lui. Ils lui répondirent tout simplement en mettant sa veste en cuir noir. Ils lui répondirent devant lui, assis sur un fauteuil, en mettant sa veste en cuir noir le long de son corps. Ils le regardèrent et ensuite ils se levèrent devant lui et il lui dit « Ouais, effectivement, c'est ça, ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle les hurlements, ça me rappelle le combat, ça me rappelle le regard d'Allison. Ça me rappelle la manière dont elle nous a regardés quand elle nous a laissé partir. Ça me rappelle le fait qu'elle a fait exprès, que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je savais qu'elle a fait exprès de ne pas savoir viser pour nous laisser partir et pour protéger Petite Lune. Ça me rappelle tout ça et ça me donne de la force pour pouvoir encaisser peut-être les horreurs qu'elle veut nous dire sur sa famille. Si ça se trouve, les horreurs qu'elle veut nous dire sur sa famille seront plus terribles que ce qu'on pense, et le fait d'avoir visé ailleurs, ou d'avoir même mal visé, d'avoir essayé de tirer de travers pour pouvoir nous protéger, et bien le fait de porter ça, les vêtements que j'ai portés lors du combat envers les Argent, ça me rappelle ce qu'elle a fait pour Petite Lune. Alors, pouvoir encaisser tout ce qu'elle va nous dire ce soir, ça me laisse l'occasion de pouvoir lui rappeler qu'elle n'a pas entièrement tort. Elle n'a pas entièrement tort, elle a voire même raison. Alors, ça me donne la force. Et ça lui donnera de la force pour pouvoir dire tout ce qu'elle a à nous dire ce soir-là. Lorsqu'ils se sont rejoints à la boîte de nuit, lorsqu'ils se sont rejoints avec Scott, avec Allison, à la boîte de nuit, qui s'appelait tout simplement cette boîte de nuit, qui s'appelait l'Incantatrice. Cette boîte de nuit, l'Incantatrice, était un club select dans lequel, pour y passer, il fallait être maquillé, couvert de peinture, et donc il fallait être maquillé, couvert de peinture, et chaque personne qui passait à travers la porte, entre les portes de l'incantatrice, cette boîte de nuit, devait passer par une boîte noire dans laquelle il y avait une maquilleuse et un maquilleur pour les hommes et pour les femmes. Ce maquilleur pour les hommes recouvrait les hommes d'une peinture fluorescente noire et leur couvrait le corps de graffiti. Pour entrer dans ce club très sélect, il fallait se recouvrir le corps de graffiti. Et il fallait tout autant être recouvert de graffiti, de peinture fluorescente, mais aussi il fallait retirer son t-shirt et être torse nu pour pouvoir voir les graffitis et les peintures fluorescentes. Pendant ce temps, à Tokyo, avec Ethan et avec Aiden, Petite Lune apprenait les techniques de combat dans leur appartement. Ethan et Aiden avaient emmené Petite Lune dans leur loft, dans leur appartement, et leur apprenaient les techniques de combat. Petite Lune regardait leur loft avec admiration. Ce qu'ils avaient, les techniques de combat.
Arrivé à l'incantatrice, ce soir-là, la boîte de nuit, ce club dans lequel ils s'étaient réunis, arrivé à l'incantatrice, ils passèrent devant un garage, et Théo, qui était arrivé depuis déjà bien longtemps, avec Liam, attendèrent assis sur le parking, devant la boîte de nuit. Devant la boîte de nuit, assis sur le parking, ils attendèrent tous les deux. Ils étaient assis sur le pare-choc de la Lexus. Sur le pare-choc de la Lexus, sur le parterre, il était écrit parking, garage privé. Et ils regardèrent alors les inscriptions par terre, sur lesquelles il était écrit garage privé. Et c'est alors qu'ils virent arriver, au loin, ils virent arriver sur la route, mais bien avant cela, ils entendirent le bruit des moteurs. Bien avant cela, ils entendirent les bruits des moteurs et ils virent arriver une Land Rover noire et une deuxième Land Rover noire. Deux Évoques qui se suivèrent mutuellement, qui se suivèrent synchroniquement. Mutuellement et synchroniquement, ils virent deux Land Rover Évoques noirs se suivre, deux Land Rover noirs des Évoques se suivre mutuellement, aux vitres teintées, à la couleur noire, aux moteurs qui rugissaient. Elles se suivaient mutuellement, et elles arrivèrent sur le parking privé. L'une se garèrent, et Ethan sortit. La deuxième se garèrent, et Aidan sortit. C'est ensuite que Liam se leva, et Théo se leva lui aussi, peut-être déjà debout, mais adossé sur le pare-choc de la Lexus. Ils regardèrent Aidan et Ethan. Et Liam dit à Ethan, de l'extérieur, la boîte de nuit ressemblait à un cube en béton, un simple cube noir en béton. De l'extérieur, cette boîte de nuit ressemblait à un énorme bâtiment, un cube noir en béton. On n'avait ni l'impression qu'il n'y avait de fenêtres, ni l'impression qu'il y avait de porte d'entrée ou même de porte de sortie. Juste un cube noir fait de briques, de béton, et c'est tout. Juste ce cube posé là, en plein milieu d'un garage privé. Ce cube qui avait été posé en plein milieu d'un garage privé. Ce cube noir, à l'extérieur, avait bel et bien l'air d'être un endroit abandonné. Seulement, ce qu'il savait, c'est qu'il venait ici pour une raison. Ce n'était pas pour rencontrer Scott, pour rencontrer Allison, et pour parler. Ce n'était pas pour rencontrer Scott, pour parler, ou pour voir Allison. Ce cube noir qui avait été abandonné au beau milieu d'un parking privé, auquel on avait l'impression qu'il n'y avait ni fenêtre, ni porte d'entrée, encore moins de porte de sortie, était bel et bien une boîte de nuit. Mais il y avait une porte d'entrée, qui était tout autant la porte de sortie. Cette porte d'entrée, qui était tout autant la porte de sortie, était en fait un énorme garage qui faisait toute la superficie du premier mur. Le premier mur était de la même couleur que les autres murs, noir, très foncé, pratiquement invisible, tel le noir de la nuit. Ce noir, qui était très foncé, à l'extérieur, avait l'air d'être invisible, méconnaissable par rapport au noir de la nuit, le noir foncé de la nuit. Il avait l'air méconnaissable et on avait l'impression que chaque mur, que chaque fenêtre, s'il y en avait, on avait l'impression que chaque mur, chaque fenêtre, s'il y en avait, était translucide avec la fenêtre,
avec la fenêtre, avec les murs et avec les parois de l'extérieur. On avait l'impression que chaque mur noir, obscurci par l'obscurité et les ombres de la nuit, on avait l'impression qu'ils étaient translucides avec la lumière de l'extérieur. La lumière de l'extérieur qui décemment il n'y avait plus, car il faisait nuit. Il n'y avait plus de lumière à l'extérieur, car décemment il faisait nuit. On avait l'impression que ce cube, posé au beau milieu d'un parking, un parking privé, on avait l'impression qu'il était translucide, avec le noir de la nuit, qui comblait l'entièreté du parking sur lequel le cube avait été posé. Le cube sur lequel il y avait un énorme triskel blanc, accroché à de grandes parois en fer qui maintenaient ce triskel au-dessus du cube, droit, était tout aussi grand que la boîte de nuit. La boîte de nuit elle-même avait un nom, l'incantatrice. On pouvait voir ce nom écrit en mauve, en violet, avec des références de lumière rose derrière, sous des néons blancs qui contournaient le triskel. On pouvait voir le nom incantatrice contourner le triskel, et tout autour, il y avait des flammes, des fausses flammes, qui contournèrent les portes d'entrée. Les portes d'entrée étaient deux garages différenciés. Deux garages différenciés les uns des autres, un qui était blanc et un qui était noir. La boîte de nuit et l'intérieur n'étaient pas séparés, mais de l'extérieur, vu le garage noir et vu le garage blanc, on avait l'impression qu'elle était séparée en deux parties. Le garage blanc allait s'ouvrir à 23h01 pour les femmes. Les femmes allaient aller dans une boîte blanche, enlever leurs vêtements, leur haut de vêtements, et se faire peindre le corps avec de la lumière fluorescente. Les femmes qui, à 23h01, sont rentrées par le garage blanc, sont arrivées dans une cabine blanche dans laquelle il y avait une maquilleuse qui allait leur demander d'enlever leur dessus, de garder leur soutien-gorge, leurs vêtements, leurs sous-vêtements, de garder leurs jeans, leurs baskets et ce qu'ils avaient mis pour venir. Leurs vêtements de soirée, ils allaient leur demander de les garder, mais d'enlever leur tenue de haut. Leur tenue de haut, le t-shirt, le col en V, ou quoi que ce soit qu'ils avaient mis. Quoi que ce soit qu'ils avaient mis, le col en V, le t-shirt ou le crop top qu'ils avaient pu mettre, la maquilleuse allait demander de l'enlever pour pouvoir les recouvrir de peinture fluorescente, qui allait une fois à l'intérieur de l'incantatrice. Une fois à l'intérieur de l'incantatrice, cette boîte de nuit, une fois à l'intérieur, cette lumière fluorescente allait devenir visible et allait devenir fluorescente et se mélanger à la lumière des néons. À minuit 1, quelques heures après, précisément 1 heure après, le garage noir s'est ouvert. Un maquilleur attendait dans une boîte noire. Dans une boîte noire, dans une cabine noire, un maquilleur attendait, assis. Il attendait les garçons, les hommes. Il attendait Liam. Il attendait Ethan. Il attendait Aiden. Et il attendait Théo. À l'intérieur de cette cabine, le maquilleur allait leur demander d'enlever leur t-shirt col en V, et de les recouvrir de peinture. Cette peinture qui allait seulement s'éclairer et devenir fluorescente une fois à l'intérieur dans le noir. Dans le noir, une fois à l'intérieur, sous l'influence des néons, elle allait s'éclairer et devenir fluorescente. Ils allaient découvrir la couleur qu'ils avaient sur eux. Ils avaient découvert, une fois à l'intérieur, ils avaient découvert la peinture qu'ils avaient sur eux. Théo, lui, était recouvert de mauve, de rose et de tracés verts. Alison, elle, était recouverte de vert, de jaune et d'orange, et de tracés bleus. Liam,
lui, était pareil que Théo, tandis que Aiden et Ethan, eux, étaient recouverts de bleu et de tracés orange. Une fois à l'intérieur, au bar, ils ont commencé à parler. Allison a commencé à dire à Scott, qui était arrivé, et qui lui aussi était couvert de peinture fluorescente et de graffiti sur tout le corps, tout comme Théo, Liam, Aiden et Ethan, qui sont passés par les boîtes, on appelait ça les cellules. On appelait ça les cellules, les boîtes, les cabines dans lesquelles il se faisait peindre le corps par une maquilleuse et un maquilleur, une maquilleuse pour les filles et un maquilleur pour les garçons. On appelait ça les cellules, la cellule noire pour les garçons et la cellule blanche pour les filles. Après être passés par les cellules, ils étaient couverts de graffiti par-delà tout le torse, tout le buste, les bras et l'entièreté du haut du corps. Recouverts de peinture et de graffiti sur le haut du corps, cette peinture fluorescente qui s'éclairait une fois à l'intérieur sous l'influence des néons. Tout autour d'eux, la musique. Tout autour d'eux, les personnes et les gens qui dansaient. Ils s'asseyèrent au bar, tous ensemble. Allison, Scott, Aiden, Ethan, Théo et Liam. Ils s'asseyèrent tous les 7 à une table. Ils s'asseyèrent à une table, tous les 7, dans la boîte de nuit, tout au fond, là où les néons commencèrent à éclairer tout l'intérieur de la boîte de nuit. Tous les 7 autour de cette table commencèrent à parler. Et Allison, qui avait apporté le bestiaire, commencèrent à parler du bestiaire, de ce dont pourquoi leur famille est tellement intéressée par le loup, le jeune loup qu'ont trouvé Théo et Liam. Ce jeune loup qu'ont trouvé Théo et Liam, ce dont pourquoi la famille Argent en est tellement intéressée, c'est qu'il peut prendre l'apparence d'un coyote, il peut prendre l'apparence de n'importe quel pelage et se confondre avec n'importe quel loup pour pouvoir ne pas se jeter dans la gueule du loup. Pour ne pas pouvoir se jeter dans la gueule du loup, le loup que vous avez adopté, sans le savoir, s'avère être un métamorphe, mais peut se métamorphoser en un loup, prendre le pelage d'un coyote et apparaître sous un pelage brun, mais cela ne dépend que de ses émotions. Scott, à côté d'Allison, a commencé à poser des questions, à demander qui était ce loup. Théo a répondu, c'est un loup qu'on a vu près d'une émetton. On l'a apprivoisé, on l'a adopté, on l'a pris chez nous, et aujourd'hui il s'appelle Petite Lune. Liam a tout simplement répondu que Petite Lune avait un tel pouvoir. Il avait posé cette question à Allison, qui détenait le livre, et il l'a regardé en pointant la page avec son doigt. En pointant la page avec son doigt, avec son index, il a pointé la page et la photo du loup qu'il y avait dans le vestiaire, représentant Petite Lune. Avec son index, sur la page, il a regardé Allison, et il a fait « Notre loup, Petite Lune, a ce pouvoir, se métamorphoser. » Allison a répondu « C'est pas la métamorphose, c'est plus la métamorphose de son pelage qui intéresse mes parents. Ils veulent comprendre comment il fait, ce qu'il fait, et comment ça arrive, et surtout pourquoi. » Sur le moment, Théo comprit qu'un tel pouvoir pouvait faire en sorte que Petite Lune ne se jette jamais dans la gueule du loup. Petite Lune ne se jettera jamais dans la gueule du loup, parce qu'un tel pouvoir peut faire en sorte qu'il se confonde avec un coyote. Si l'Argent ne cherche pas un coyote, mais cherche autre chose, eh bien un tel pouvoir peut faire en sorte que se jeter dans la gueule du loup, pour lui, soit impossible. Seulement, maintenant, ils allaient chercher à comment contrôler ce pouvoir, car ce pouvoir est contrôlé par les émotions.
ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Ce qu'il entend peut lui faire peur. Si ce qui lui fait peur lui fait réellement peur, il deviendra brun. Si ce qui lui fait mal le rend nerveux ou méchant, il deviendra noir. Ce qui le rend calme et humble le rendra blanc. Ce qui le rend triste et qui lui fait perdre le contrôle le rendra gris. Dans tous les cas, s'il perd le contrôle, il deviendra un coyote. Dans tous les cas, s'il perd le contrôle, il deviendra un coyote. C'est quand il n'a plus la maîtrise de soi, le self-control de ses esprits. C'est quand il n'a plus le self-control de ses esprits, le self-control de ses émotions, qu'il devient un coyote. C'est à ça que mes parents veulent essayer de comprendre. Ils veulent essayer de comprendre pourquoi il sait se faire passer pour un coyote alors qu'il est simplement un loup. Mes parents n'ont jamais vu Malia sous la forme d'un coyote. Ils l'ont seulement vu sous la forme de Malia. Ils connaissent Malia comme étant Malia, mais ils ne l'ont jamais vu comme étant un coyote. Donc ils veulent comprendre ce qu'est le coyote, mais ils ne savent pas encore que Malia est un coyote. Il faut juste pas leur dire. Allison expliquant qu'il ne fallait pas dire à ses parents, à Kate Argent, à Chris et à toute la famille Argent, à toute sa famille, il ne fallait pas leur expliquer que Malia était un coyote. Sinon, la proie des Argent allait devenir Malia. Car la seule chose qui intéressait les Argent, c'était le coyote. Ils voulaient le vrai coyote et savoir comment Petite Lune savait concrètement se transformer et métamorphoser son pelage en un pelage brun, un pelage gris, un pelage noir et celui du coyote. Et même un pelage blanc. Sinon, Petite Lune a le dos orange-brun. Petite Lune, naturellement, a le dos orange-brun. Le côté de son museau blanc, le dessous de ses pattes noires et la pointe du museau blanc et gris. Il a une ligne infime qui traverse l'entièreté de son pelage, qui est entièrement grise, mais qui peut petit à petit, lors de sa croissance, s'accentuer et de plus en plus devenir de plus en plus visible. Si elle devient de plus en plus visible, eh bien, son pelage atteindra peut-être l'envergure de celui d'un coyote. Il faut juste que vous fassiez attention à sa croissance, car si Petite Lune réussit à devenir un coyote sans même perdre le contrôle de ses esprits, de ses émotions, de ce qu'il ressent ou de ce qu'il ne ressent pas, ma famille, mon père, ma mère, ma tante, Kate, Chris, mon père et ma mère vont tout aussi bien se retourner sur lui que tout aussi bien se retourner sur Malia. Donc, Aiden, Ethan, Théo, Liam, la seule chose que vous avez à faire, c'est protéger Petite Lune, faire attention à ses sentiments, à ses émotions, à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Il faut le garder dans un endroit clos, un huis clos, un endroit dans lequel il saura ressentir une seule émotion uniquement, et une émotion qu'il pourra contrôler. Il ne faut pas le garder dans un huis clos qui lui fera ressentir de la peur ou de la tristesse. Gardez-le chez vous, dans un huis clos qui pourrait lui faire ressentir le simple fait de se sentir bien. Il gardera son pelage original. Si vous le gardez dans un huis clos chez vous, où il se sentira bien, à l'aise, et où il pourra prendre ses marques, il gardera son pelage originel. Dans un endroit comme votre maison, Théo, Liam, dans un endroit comme votre maison,
Il se sent bien, il se sent chez lui, il se sent en sécurité, il sait que vous êtes là, pour lui, pour vous. Il est en sécurité, il s'y sent bien, il a pris ses marques, il a apprivoisé cet endroit. Il faut le garder dans un huis clos, similaire à chez vous, pour qu'il puisse garder son pelage originel et ne pas devenir la proie de ma famille. Moi, je n'ai aucune envie, et je n'ai aucunement l'envie de m'en prendre à vous. La dernière fois que j'ai tiré, la dernière fois que j'ai visé, la dernière flèche que j'ai dégainée pour tirer sur Théo, sur toi, la dernière flèche que j'ai dégainée pour tirer sur Liam, sur toi, la dernière flèche que j'ai dégainée pour tirer sur vous. Je l'ai tirée à contre-cœur parce que j'étais obligé. Si je le fais pas, mon père, Kate et ma mère, Chris et toute la famille Argent vont m'obliger à aller chasser. Mais mon arc que j'ai dans ma voiture, mes flèches que j'ai dans le coffre, je ne les ai pas avec moi pour me protéger, parce que je sais que le simple fait que vous soyez des loups me fasse peur. J'ai pas peur de vous. Je l'ai parce que je sais que je suis une bonne archer, que je sais me protéger seul. Je l'ai parce que je sais que si quelqu'un s'en prend à moi, je saurai me protéger. Mais tirer sur vous, tirer sur Derek, tirer sur les personnes que je connais, ça, c'est pas quelque chose que je fais. C'est quelque chose que les Argent font, que Chris fait, que Kate fait. Moi, je n'avais nullement l'occasion, nullement l'envie de tirer sur vous. Je n'avais nullement pris l'occasion de venir tirer sur vous, de dégainer mes flèches sur vous. Mais Kate et Chris m'ont obligé. J'étais obligé, j'avais pas le choix. Et il faut garder Petite Lune en sécurité. Chez vous. Il faut le garder chez vous. Ce soir-là, c'était la lune de cristal. Seulement, ni Ethan, ni Aidan, ni Scott, ni Allison, ni Théo, encore moins Liam, ne savaient que, au fin fond de Beacon Hills, chez les Argent, se préparait une guerre entre les Argent, les Coyotes, les loups, les Wendigo, et toutes les bestioles et les bêtes qui vivent dans la forêt. Se préparait une guerre chez les Argent entre les Wendigo, les loups, les Coyotes. Il se préparait une guerre, car dans leur serre hydroponique, ils y avaient planté, dans des serres hydroponiques, ils y avaient planté chez les Argent, dans le garage, à l'arrière de la maison des Argent, il y avait une serre hydroponique, éclairée par des néons LED, qui éclairaient chaque différente sorte d'Aconitulu. Chaque différente sorte d'Aconitulu était protégée par une barre de fer, par un portail en verre, par un filet blanc qui protégeait la plante, avec un tuteur pour faire pousser la plante tout le long. Cette plante qui poussait dans un petit bassin de terre, ce petit bassin de terre en verre à travers lequel on pouvait voir les racines, le tuteur qui était enfoncé jusqu'au fond, accroché dans le verre, l'aconite qui poussait tout le long, et le long de l'aconite, on pouvait voir la plante se développer. L'aconite se développait rapidement, et tout autour de l'aconite, il y en avait une deuxième qui poussait. Tout autour des aconites, il y en avait d'autres qui poussaient. Elles étaient derrière des vitres, cachées par un filet,
derrière lequel il y avait une barre en fer. Cette barre en fer qu'il y avait juste devant, dessus était gravé la sorte d'aconite que c'était, ce qu'elle provoquait, la toxicité. La barre de fer décrivait dans les moindres détails quelle aconite c'était, le nom, la toxicité, la plante, ce qu'elle faisait. Dans les moindres détails, la barre de fer sur laquelle il était gravé, la toxicité, le nom, ce qu'elle faisait, ce qu'elle donnait, ce qu'on ressentait avant de mourir, ce qu'elle donnait au loup pour qu'il puisse mourir, le poison qu'elle faisait parcourir dans leurs veines, était inscrit, était gravé sur cette barre de fer. La barre de verre qu'il y avait juste devant, la vitre en verre qu'il y avait juste devant, éloignait la toxicité et la gardait à l'intérieur. Il y avait toute une rangée d'aconites. Dans ces serres, il y avait toute une rangée d'aconites derrière des vitres qui gardaient la toxicité à l'intérieur. Les vitres, les unes après les autres, gardaient la toxicité à l'intérieur. À l'extérieur, il y avait un filet qui éloignait les personnes qui pouvaient avoir la curiosité de vouloir y toucher. Ceux qui avaient la curiosité ou le malheur de vouloir y toucher, ceux qui avaient l'incompréhension de ne pas savoir ce que c'était de l'aconite, pouvaient peut-être en mourir. Donc Chris, pour en protéger les plantes, a mis un filet bien avant la barre de fer et juste devant la vitre en verre. Juste devant la vitre en verre et bien avant la barre de fer, il y a mis un filet pour protéger la plante et les personnes qui voulaient s'attacher à cette plante, voir ce qu'elle donnait, ce qu'elle avait comme poison, ce qu'elle avait comme niveau de toxicité. Dans ces serres, il y avait des centaines d'aconites, les unes après les autres, sous des vitres, en dessous de filets, avec une barre de fer qui donnait la toxicité, la particularité du poison, ce que l'on ressentait avant de mourir, le temps qu'on mettait pour mourir. Et tout autour, il y avait des filets pour les protéger, des barres de verre et des néons, des barres de fer et des néons qui éclairaient les aconites les unes après les autres. Kate et Chris Sargent étaient dans la serre hydrophonique. Dans la serre hydrophonique et la serre hydroponique, ils y étaient à l'intérieur, et ils prenèrent alors chaque sorte, dont la plus connue, qu'ils remplissèrent des graines de la plante. Ils remplissèrent des graines de la plante, et les unes après les autres, ils remplissèrent les balles de leur fusil, avec chacune des graines de chaque sorte différente. Faisant un mélange de tous les aconites possibles, une guerre était déclarée entre les loups, entre les coyotes, les wendigos et les bêtes sauvages qu'il y avait dans la forêt. Les Argent étaient bien décidés à détruire la forêt de Beacon Hills, leurs habitants, les bêtes et ceux qui vivaient à l'intérieur, les wendigos, les coyotes et les loups. Ils chargèrent leurs fusils, passèrent à l'attaque. Et de loin, Théo, Liam rentrèrent chez eux, le soir, se barricadèrent à l'intérieur, car, bien avant cela, chez eux, ils avaient entendu chez eux, de la boîte de nuit, de l'intérieur de la boîte de nuit. Scott avait prévenu, car il avait entendu, et il avait senti l'odeur des plantes, l'odeur du poison, parcourir ses narines, parcourir le long de son corps. Il avait senti des vibrations.
Métamorphosé, Scott est parti et a prévenu les autres que la famille Argent arrivait armée avec des balles composées d'aconites. Ils arrivaient armés pour prendre Petite Lune, pour le prendre, les emmener avec eux. Ils arrivaient armés avec des balles qui étaient composées d'aconites, de tous les aconites. Tous les aconites différents qui formèrent des balles avec un poison extrêmement toxique, à travers lequel personne ne pourrait survivre, ni même un humain. Il suffit d'une respiration pour pouvoir en mourir. Ethan et Aiden ont pris leur voiture, sont partis sur la route, tandis que Théo et Liam se sont métamorphosés en loups. Théo a pris Petite Lune dans sa gueule et est parti. Allison a disparu sur les toits avec son arc, a disparu avec ses flèches et est arrivé chez elle, dans sa chambre. Théo est arrivé chez lui, plus tard le soir, vers 1h du matin. Ils sont arrivés chez eux. Ethan et Aiden ont envoyé un message à Théo et à Liam pour prévenir qu'ils étaient chez eux. Après tout ce dont ils avaient discuté, ils savaient qu'ils étaient en danger et qu'une guerre était déclarée. Maintenant, fallait-il seulement savoir à quoi ils s'attendaient, combien de temps allait-elle durer, et qu'allait-il faire pour pouvoir survivre à cette guerre. Aiden et Ethan étaient déjà en train de se préparer, de se muscler, de trouver un moyen de chercher sur des plans, à travers les courants telluriques, comment les combattre, où se cacher, où trouver un endroit ou des bunkers pour pouvoir se protéger. Tandis que Scott, chez lui, avec Melissa, qui revenait tout juste de l'hôpital, après avoir eu 3 morts et un blessé grave, préparait lui aussi une attaque seconde. Une seconde attaque préparée tout aussi par Allison que par Scott, Théo et Liam, qui étaient les principales proies avec Petite Lune, se barricadèrent chez eux, et plus tard, dans la soirée, vers 3h, Théo et Liam, pendant que Petite Lune dormait, renfermé sur lui-même, avec sa queue par-dessus son visage, pendant qu'il dormait, entre Théo et Liam, ils reçurent un coup de téléphone de Aiden, et ensuite de Ethan, puis ensuite de Allison, et tout à la fin de Scott, qui leur avait dit, tous les 4 leur avaient dit, qu'ils étaient en danger, qu'ils étaient les principales proies, qu'ils ne devaient pas essayer de trouver un plan ou de déjouer les plans des Argent, car ils étaient les principales proies. Ils étaient les principales proies, ils ne devaient pas essayer de déjouer les plans des Argent. C'était le devoir de Scott, de Allison, de Aiden, de Ethan. Eux seuls étaient ceux qui avaient le droit et le pouvoir de créer un plan et de déjouer les plans des Argent. Tandis que Malia, qui était un coyote, qui était visée elle aussi, devait rester chez elle. Liam et Théo, qui étaient visés, eux aussi, devaient rester avec Petite Lune, se barricader chez eux et faire comme si le monde extérieur n'existait plus. Jusqu'à ce que les Argent décident de déclarer forfait et de décharger les armes.